Allez, dans cette vidéo, on va attaquer un sujet épineux pour le conseiller en gestion de patrimoine. Combien gagne un CGP? Tout le monde veut savoir et ça va être une vidéo sans bullshit. Et en plus, on va sourcer nos données. On mettra les sources à la toute fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'au bout pour voir d'où viennent les informations. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Donc, salarié versus indépendant. En fait, il y a même 4 modèles. C'est pas aussi simple que ça de dire qu'il n'y a que 2 modèles. Et j'ai pris les 4 plus communs. Il y en a encore plus que ça. Mais nous, on va rentrer dans les 4 modèles. Les vrais mécanismes et pas des promesses. Donc, le grand écart, c'est l'option A, les salariés. Donc, il y a une sécurité, certes, mais il y a un plafond. Il y a un fixe mensuel garanti, des protections sociales complètes, mais une évolution limitée. Hein. Ça, c'est connu. Ensuite, il y a l'option B, c'est celui de l'indépendant. Il y a un risque, mais il y a beaucoup plus de potentiel. Il n'y a pas de revenus de verre, enfin plafond de verre. Il y a des revenus variables, par contre, mais on construit un actif et on a une autonomie totale. On voit tout et n'importe quoi sur Internet et la réalité dépend surtout de ton choix, de ton modèle. Et il n'y a pas de fantasme, juste des repères concrets pour comprendre ce qui t'attend vraiment. Donc le modèle numéro 1, c'est le CGP salarié et voici les ordres de grandeur. Donc il y a un premier plancher de marché, début de carrière selon l'APEC, donc 35 000 bruts. Ensuite, il y a une fourchette haute pour les profils expérimentés aux alentours des 60 000 euros bruts. Et puis les maximums observés sont aux alentours des 70 000 dans les postes et les régions, en fonction des postes et régions. Et souvent, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2, 3, l'ingénieur patrimonial ou celui qui gère les grandes fortunes. Voilà, donc c'est très limité. Donc sur le marché, il y a beaucoup d'offres qui se situent aux alentours de 35-60 K bruts par an, souvent. Parfois 40-70 bruts par an pour la majorité. Et puis bien sûr, il y a certains postes clés qui sont un peu plus rémunérés, mais c'est une partie vraiment très faible. Hein. Donc il y a une part variable est possible aussi selon la structure. Et c'est ça qui permet d'avoir un peu plus de rémunération chez certains groupements de salariés. Donc le verdict, c'est que le CGP salarié, il a une stabilité mensuelle, il a un plafond qui est structurel, et il n'y a pas de stock qui lui appartient parce que tous les clients appartiennent à l'employeur, ce qui est normal. Deuxièmement, il y a 4 modèles et il y a 4 réalités. Ça va être la réalité du salarié, donc on vient de le voir, fixe, plafond, stock, évolution limitée. Après, on peut se lancer en indépendant. Donc il y a 100% des revenus qui sont à toi, mais il y a aussi 100% des coûts. Liberté totale, risque total, construction lente d'un actif. Et puis avec tout ce qui va arriver avec l'IA et la réglementation, ça devient de plus en plus difficile d'exercer en solo. Vous pourrez demander aux chambres existantes, c'est une vérité. Ensuite, il y a le réseau volume. Donc, c'est des réseaux qui font de la masse, qui recrutent en masse, etc. Et donc là, il y a une part variable selon le split et les frais. Les conditions sont vraiment à décrypter. C'est très difficile à lire. C'est qui garde le récurrent? C'est qui garde les clients? Est-ce que les clients m'appartiennent? Enfin, il y a toute une négociation à faire en amont. Ne signez pas les conditions sans avoir lu le message. Et puis, bien sûr, je vais vous parler de mon modèle en toute transparence, spoiler alerte. Finéo, le collectif, nous, on donne 50 jusqu'à 85% de la commission de base. Et puis, en plus, on verse aussi le pourcentage qui s'applique sur les surcommissions. Donc voilà. Et on a des charges mutualisées, donc plein d'outils, plein de services obligatoires pour exercer le métier sont réduits en coût. Pourquoi? Parce qu'on est régi aussi comme une centrale d'achat. On négocie pour baisser le coût. Et c'est vraiment de la méritocratie, c'est en fonction de comment on est entrepreneur. Il n'y a pas d'étage de recrutement chez nous. C'est vraiment un esprit, on est seul, mais pas isolé. On est seul, indépendant dans le sens entrepreneurial du terme, mais pas isolé. On a des confrères, des consoeurs, et on fait des séminaires, on se voit en vrai, on fait des études de cas ensemble, on échange sur les dossiers, etc. Donc la question, c'est pas vraiment combien je vais gagner, mais à quelles conditions. Et chaque modèle a sa propre logique. Le modèle numéro 2, indépendant, c'est vraiment un repère du marché puisqu'on a pas mal de chiffres là-dessus. Les cabinets établis, selon le baromètre professionnel de la CNCGP, affichent des chiffres d'affaires élevés, quelques repères pour situer le potentiel de marché. Le CA médian est de 596 000 euros, donc c'est énorme. Et puis le CA moyen, 650. Voilà. Donc là, c'est le baromètre 100. Donc le chiffre d'affaires n'est pas le revenu net. Ça, il faut faire attention. Quand on est entrepreneur, on le sait bien. Et souvent, ces cabinets sont déjà structurés avec plusieurs années d'activité. Donc, vous n'allez pas avoir ça dès le départ. Mais on voit que c'est un métier de marathon et ce n'est pas un métier de sprinter. La preuve, pour atteindre ces niveaux de rémunération, il faut faut viser le long terme. Donc, le verdict, c'est que quand on est indépendant, il y a vraiment
potentiel fort, mais construit avec le temps, avec l'exécution et surtout une clientèle établie. Et puis parfois, le hack, c'est si vous avez beaucoup de fonds perso et que vous voulez accélérer la croissance de votre entreprise, c'est d'acheter des cabinets. Bon, bah ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Chose que j'ai déjà faite, c'est pour ça que j'en parlerai un peu plus tard. Donc on voit que le chiffre d'affaires aussi n'est pas égal au salaire. 100 000 euros, quand je dis quelqu'un fait 100 000 euros, il parle souvent de chiffre d'affaires, pas de ce qui reste dans sa poche. Le chiffre d'affaires, c'est ce qui rentre dans la poche, d'accord? Après, il y a les charges sociales, fiscalité, donc là, il y a déjà 25, 45 qui partent selon le statut de votre cabinet. Il y a la RC Pro, donc là, on paye entre 300 400 euros pour les moins chers jusqu'à 2000 euros pour les plus chers et plus en fonction de la taille du cabinet et des membres. Ensuite, il y a les outils, le fonctionnement, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est structuration, la comptabilité, est-ce que c'est une SASU, une SARL, une EURL, une micro-entreprise, voilà. Et puis, il y a les revenus nets, voilà, ce qui reste vraiment. Et donc, la conclusion, le net dépend de ta structure juridique, de tes coûts fixes et toujours faire un calcul complet pour comparer, bien entendu. Donc, le modèle 3, c'est le modèle volume, la mécanique, elle est différente, donc tout dépend du contrat. Il y a un split de rétrocession qui est fait. Souvent, il y a des frais de performance, il y a des packs à payer, il y a peut-être des abonnements, des conditions d'entrée et des conditions sur le récurrent. Et il faut voir aussi la portabilité du client. Si jamais demain, le réseau volume décide de se garder une plus grosse part, est-ce que vous avez votre mot à dire ou est-ce que c'est ou pas du tout, et est-ce que les clients vous appartiennent si vous voulez partir? Ça, il y a beaucoup de réseaux, notamment le réseau numéro 1 indépendant en France, les clients ne leur appartiennent pas alors qu'on dit qu'ils sont indépendants. Donc c'est vraiment une fumisterie acceptée qui devrait être interdite, selon moi. Mais bon, ça c'est mon engagement. Et donc un repère utile, c'est dans d'autres réseaux d'intermédiation, la part des agents passe souvent autour de 40-60%, parfois plus selon les paliers. Mais vous n'avez pas la surcommission, vous n'avez pas des bonus. Et donc, en fait, la réalité par rapport à un marché indépendant, c'est que vous allez perdre peut-être jusqu'à 80%, 85%. Je l'ai déjà vu, c'est concret, ça existe certains réseaux comme ça. Et donc, vraiment à poser avant de signer, en fait, qui garde le récurrent ou à quelle part, qui garde la relation client et à quelle part, et c'est quoi la pénalité de partir, en fait, est-ce qu'on perd ses clients ou pas. Donc ça, c'est vraiment important de regarder. Et donc, ce qui change tout, bien sûr, dans le métier, c'est le récurrent. C'est un métier de marathon, je le dis souvent dans mes vidéos, et pas de sprinter. Donc l'année 1, j'aime pas trop le terme, mais c'est le terme un peu dit dans la profession, c'est tu chasses. Et c'est de l'effort pur, il y a peu de récurrent, et on construit son portefeuille, parce qu'on est en train de dire qui on est en train de se présenter aux gens. Les gens ne savaient pas qu'on faisait ce métier-là. Donc en tant qu'indépendant, du moins, on peut être un salarié et devenir indépendant, par exemple, mais les gens ne savent pas que vous avez monté votre propre cabinet, par exemple, autour de vous. Donc voilà, donc c'est de l'effort pur, c'est vraiment beaucoup plus de prospection que les années suivantes. L'année 3, déjà, le stock commence à amortir, les clients acquis génèrent du récurrent, il y a moins de pression et en plus, ils vous envoient d'autres clients, donc il y a un effet positif qui se met en place. Et l'année 5, l'année 5, le stock pèse vraiment, il y a un effet boule de neige, souvent les nouveaux clients plus le récurrent, ça fait vraiment une croissance stable et à partir de l'année 5 à 7, on commence à voir le récurrent dépasser ce que les nouveaux clients nous apportent, sauf si vous avez des clients encore de plus en plus prestigieux, ce qui arrive, et dans ce cas-là, ça peut arriver à 50-50, vous voyez. Et là, on part sur des CA qui sont à 6 chiffres, comme on l'a vu avant. Donc en indépendant, tu construis vraiment un stock de clients et d'encours. Une partie de la rémunération vient des droits d'entrée et aussi des frais perçus dans la durée suivie si on met des abonnements, des choses comme ça. C'est ce qui différencie fondamentalement le salariat et l'indépendance parce que souvent on doit négocier pour avoir une surprime ou une augmentation et souvent elle n'est pas donnée et c'est stressant. Voilà, donc l'indépendance, ça dépend que de vous. Donc selon l'AMF, la rémunération des CIF et CGP provient principalement des rétrocessions, donc droits d'entrée et frais de gestion récurrents. Maintenant le modèle 4, donc c'est le modèle chez Fineo. Le modèle chez Fineo, c'est de la méritocratie pure, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans ce que vous entreprenez, c'est à vous. Les clients sont à vous. Et quand vous commencez, vous démarrez, vous êtes COA, mandataire, il y a à peu près 50% de la com pour le cadre complet, outils, accompagnement, etc. structuré. Mais vite, quand vous progressez, au niveau des habilitations, au niveau de votre encours, vous avez une performance reconnue et une grille claire et vous allez toucher jusqu'à 85% de ce que vous générez.
y compris les surcommissions, chose que la grande majorité des réseaux ne redistribuent pas. Et bien là, ça va être le cas chez vous. Et même certaines solutions où vous allez toucher à 100%, même voire plus, grâce aux surcommissions négociées par le réseau. Il y a une charge mutualisée, les outils, le cadre réglementaire, le process, tout est partagé, unifié et contrôlé de façon systématique et récurrente, mise à jour en fonction des modifications. Donc on est vraiment à jour sur toutes ces données-là. Et enfin, il n'y a pas la différence clé, c'est qu'il n'y a pas d'étage, il n'y a pas de recrutement, pas de MLM. Objectif, c'est vraiment garder l'esprit du solo sans l'isolement, vraiment faire le métier de conseil qui est un métier hyper noble et pas besoin de s'ajouter une autre casquette. Donc, la question que j'ai envie de poser pour vous titiller, c'est est-ce que tu veux un salaire ou un actif? Un salariat, oui, il y a de la stabilité mensuelle, il n'y a pas de risque, pas de stock, mais évolution limitée, mais au moins c'est prévisible. Ça, je vous l'accorde. Donc, des fois, quand on a une famille ou qu'il y a déjà un deuxième entrepreneur à la maison ou une entrepreneuse, on ne va pas prendre le risque, donc on reste en salariat, c'est compréhensible. Mais est-ce que c'est la vraie sécurité, sachant que quand on est indépendant, il y a une potentiel illimitée? Il y a plus le coût instruction d'un actif qui te suit. Risque initial, mais liberté totale. Le jour où tu veux arrêter le métier, alors que tu peux travailler dans un autre métier parce que tu deviens artiste ou tu veux faire une autre carrière, c'est possible de revendre cet actif-là. Et là, c'est tout l'intérêt parce que là, l'actif, l'encours, il se revend aujourd'hui avec un multiple. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est on se crée sa propre indépendance financière pour sa retraite. Et c'est un actif qu'on peut céder aussi avec des packs du trade. Enfin, on en reparlera à ses enfants si son enfant veut reprendre le cabinet. Enfin, voilà, il y a beaucoup plus de choses intéressantes quand on est indépendant que quand on est salarié, bien évidemment. Et pour démarrer proprement, la checklist, il y a une checklist COIS, plus un passage en CIF, il y a un ordre réglementaire exact, pas d'improvisation, en tout cas chez Finéo. Il y a une vidéo aussi devenir CGP en 2026 où tout le processus est décrypté sans langue de bois que vous pouvez aller retrouver sur ma chaîne YouTube en tapant David Lean FR. Et puis enfin, il y a la candidature chez Finéo pour un collectif sérieux qui veulent construire sérieusement. Et puis là, comme on est en phase de lancement, tout ce qu'on construit, on a l'agilité d'une startup. Donc tous les feedbacks sont bienvenus. Tous les feedbacks sont bienvenus et vont être entendus pour lancer le premier réseau de conseillers pour les conseillers de finances responsables. Voilà, tout simplement. Donc, participez à un webinaire, postulez à Finéo et vous pourrez aller voir la vidéo complète tout simplement sur YouTube. Et puis enfin, nos sources de données, je vous l'avais dit au tout début de la vidéo, où est-ce que j'ai pris ces informations-là déjà avec l'APEC qui donne des exemples d'offres et des fourchettes pour les salaires de CGP selon les postes et les régions pour le modèle salarié. Le baromètre de la CNCGP qui est une chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine, chiffre d'affaires moyen, médian des cabinets indépendants ainsi que la répartition des CA, assurance majoritaire, voilà. Donc la partie assurance est majoritaire, c'est pour ça qu'on vous fait commencer par le COA, c'est les nerfs de la guerre. L'AMF, donc là c'est l'autorité des marchés financiers, c'est la police, les gendarmes de la finance. Donc l'information sur la rémunération des CIF et CGP proviennent principalement des rétrocessions selon l'AMF. Et enfin les réseaux d'intermédiation, donc un mécanisme de split. Là je parlais un peu de ce que j'ai vu sur le marché, souvent 40-60 pour les réseaux un peu plus honnêtes. Et les pires réseaux montent jusqu'à 80-85% de la commission en passant par des mécanismes quand vous vous lancez. Et donc c'est très très... on va dire peu sain, transparent, peu adapté aujourd'hui en 2026. Donc voilà, ces données sont vraiment essentielles pour comprendre les dynamiques de marché, la réalité financière de chaque modèle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, mettez un pouce et surtout abonnez-vous parce que plus de 85% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc je compte sur vous pour vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. C'était David Lean.